voulais que les gens ressentent mes souffrances. Je ne voulais plus exister. Je voulais juste mourir. Plus de ça. Je m'appelle David Barnett. J'ai été inculpé pour 2 assassinats et j'ai été condamné 2 fois à la peine de mort. Je suis né à Saint-Louis, au Missouri. Je me souviens d'aucun endroit où j'ai vécu. Mais les odeurs et les bruits de Saint-Louis, c'est quelque chose qu'on oublie jamais. Ma mère n'a pas voulu de moi à ma naissance. Je me suis retrouvé sous la garde de Robert Biggerstaff, le petit ami de ma mère. Il était alcoolique. Il a fait plusieurs séjours en prison. Les premières années de mon enfance, j'ai été maltraité, battu. On m'a même cassé le nez. J'étais vêtu de guenilles, j'étais toujours crasseux. Je ne pouvais pas me laver plusieurs jours de suite. Il m'arrivait de défoncer un distributeur automatique avec une barre de fer pour avoir de quoi manger. J'avais l'impression d'être un nounours sur une étagère. Quand les gens avaient besoin de moi, ils se servaient. À part ces souvenirs, ce que je ressentais pendant mon enfance, c'était une grande souffrance. Je devais avoir 4 ou 5 ans quand les services sociaux se sont enfin rendus compte de mon existence. Je me souviens encore très bien de cette femme, même si je me rappelle pas du tout de ses traits. Je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. En tout cas, elle m'a donné un câlin, le premier de très longtemps. Je me rappelle aussi ce qu'elle m'a dit. Je vais te sortir d'ici. J'ignore combien de temps je suis resté sous leur garde. Pendant mon séjour là-bas, je me suis attaché à un nounours. J'ignore pourquoi, mais je l'ai gardé. Les services sociaux ont contacté Robert pour qu'il me rende visite, en lui demandant de bien se comporter avec moi. On nous a laissés seuls dans une pièce. Il m'a pris dans ses bras et il s'est enfui avec moi. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'ai laissé tomber mon nounours. Il m'a caché pendant 2 semaines dans le coffre de sa voiture. J'avais l'impression qu'il y avait des orages tout le temps. J'étais recroquevillé dans ce coffre sombre. J'avais peur, je savais pas ce qui se passait. Je l'avais pas, donnais pas tous les jours à manger. 2 semaines plus tard, les services sociaux nous ont retrouvés. Il a été incarcéré et je l'ai jamais revu. Je suis aussitôt tombé amoureux de cette famille. Elle était très chaleureuse. Rita est la première femme que j'ai appelée maman. Elle n'était pas ma mère, mais je sentais que si j'avais une mère, c'est comme ça qu'elle me traiterait. Ils faisaient de leur mieux pour que je me sente bien. Un jour, Rita a reçu une proposition pour travailler et étudier outre-mer. Ils m'ont appris que j'allais devoir les quitter, qu'ils ne pouvaient pas m'emmener avec eux parce qu'ils quittaient le pays. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai été battu et agressé sexuellement pendant les 5 ou 6 premières années de ma vie. Et là, j'avais l'impression qu'ils se débarrassaient de moi parce que j'avais fait quelque chose de mal. John était prof d'informatique. C'était pas Monsieur Tout-le-Monde. C'était un intellectuel vrai. J'étais même pas surpris par le fait qu'il n'y avait pas de femme chez lui. J'ignorais qu'il n'était pas marié. Il était à la fois une mère et un père. C'était l'idéal pour moi. C'était un homme très doux et très attentionné, que j'aimais aussi chez lui, qu'il ne me touchait pas. Comme s'il savait que j'avais été pas mal abîmé et qu'il fallait pas me brusquer. J'en avais pas conscience à l'époque. Je comprends ça aujourd'hui. Un jour, il m'a invité à dîner au restaurant et m'a demandé si je voulais devenir son fils. Je lui ai répondu que je l'étais déjà. Il m'a demandé si je voulais bien qu'il m'adopte. J'étais fou de joie. J'étais tellement heureux. Et donc, j'ai accepté d'être adopté. On est passé au tribunal. C'est un des plus beaux souvenirs de mon enfance, le jour où j'ai été adopté. J'avais un parent pour toujours. Je sentais que j'allais avoir une vie meilleure avec John Barnett à Webster Groves. Webster, c'est une ville de classe moyenne. Il n'y avait pas de pauvreté comme dans les quartiers où j'avais grandi. Tout était beau dans cette ville. C'était propre. Les maisons étaient dans un bien meilleur état. Mais quelques mois après avoir été adopté, j'ai commencé à m'inquiéter de certains comportements de John. Il s'est mis à me frapper parce que je le décevais. Il avait des attentes qui allaient bien au-delà de mon âge. Il voulait que je sois plus brillant que les enfants de mon âge. John s'en prenait physiquement à moi. Il me blessait, j'avais des contusions, des bleus. Ensuite, il s'est mis à me prendre et à me serrer dans ses bras et à m'embrasser les oreilles. Ça me mettait très mal à l'aise. Peu à peu, il faisait ça tous les 2 soirs. D'abord 1 à 2 fois par semaine, puis tous les 2 jours et pour finir tous les jours. Viens t'asseoir sur mes genoux, viens m'embrasser. Je me rendais compte que quelque chose se passait dans son corps. J'avais que 8 ou 9 ans, mais je sentais que c'était pas bien. Touché de façon inappropriée, me tripotait le sexe. Il pointait sa langue dans mes oreilles. Je m'évanouissais presque quand je m'asseyais sur ses genoux. Des fois, je ne percevais pas ce qu'il me faisait parce que je m'étais dit que pour pas sentir, il fallait que je sois absent. Je voulais plus exister. Je voulais juste mourir. Plus de ça. J'ai aussitôt apprécié Eric. Il était adorable. Il était très conscient de ses 2 dents de lapin qui pointaient vers l'avant. Elles étaient un peu de travers. Je l'aimais beaucoup. C'était un adorable petit garçon. Puis John s'est mis à solliciter Eric comme il le faisait avec moi. Je me sentais impuissant. J'avais l'impression de voler son enfance à Eric. J'étais le plus âgé. J'étais supposé le protéger. Mais je pouvais pas. J'étais soulagé qu'on s'en prenne pas à moi, mais je me sentais mal de laisser ce rôle à Eric. Un dimanche sur 2, on retrouvait ses parents pour un dîner de famille, comme il disait. J'ai aimé Léona dès la première rencontre. Elle était très chaleureuse et bienveillante. Elle m'a aussi appris à cuisiner. On ne leur racontait jamais ce qui se passait avec John. J'avais peur de la réaction que Clifford aurait pu avoir parce qu'il était plutôt strict. Il arrivait que Clifford nous file une tape derrière la tête, comme un parent le ferait avec son enfant. Il tapait pas fort, mais chantait chaque fois sa bague, portait une chevalière de fin d'études similaires
similaire à celle de John. Chaque fois qu'il me tapait, j'avais l'impression que c'était John qui me filait une tape derrière la tête. Je me suis mis à voir Clifford comme si c'était John. Quand je voyais John, je voyais Clifford. Et quand je voyais Clifford, je voyais John. Mais quand je voyais Léona, je voulais juste lui faire un câlin. C'était le seul amour dans cette famille. Je vivais à droite à gauche chez des amis. Je leur ai jamais dit ce qui se passait chez John, mais je pense qu'ils s'en doutaient un peu. J'avais un boulot stable, mais je dormais un peu partout. Léona se doutait que quelque chose clochait. Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu que tout allait bien, mais elle m'a dit « Non, dis-moi vraiment comment tu vas ». J'avais tellement envie de lui raconter ce qui se passait réellement avec John. J'avais envie de lui dire en face. Tu ne sais donc rien des violences sexuelles? Tu sais pas qu'il a essayé de me baiser quand j'avais 9 ou 10 ans en se couchant littéralement sur moi? J'avais envie de lui dire tout ça. Mais je me suis dit que si je disais quelque chose de négatif sur John, elle le soutiendrait, elle prendrait sa défense. Je sentais que si j'essayais de la convaincre, je serais aussitôt rejeté. Quand ils sont arrivés, j'étais assoupi. Je me suis réveillé et on s'est mis à discuter. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je parlais à Léona. Depuis les faits, j'essaie chaque fois de me souvenir comment les événements se sont succédés et quels mots ont déclenché ce qui s'est produit. Elle me parlait d'une conversation qu'elle avait eue avec John. Viens avoir vu Clifford qui m'a parlé de John. Et puis, c'est le noir total. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Quand j'ai repris mes esprits, je me tenais debout face au mur. Puis j'ai regardé par terre. Clifford était couché à ma gauche. Comme je n'avais pas de sang sur mes mains, je ne comprenais pas d'où venait tout ce sang. Je savais pas ce qui s'était passé. J'avais une trouille bleue. J'étais complètement perdu. J'ai crié « Qu'est-ce que t'as foutu ?» J'ai regardé autour de moi en demandant s'il y avait quelqu'un. Je suis avancé et j'ai vu Léona. Elle était couchée dans le couloir. Je les avais tués tous les deux. Je les avais poignardés à mort. Et les blessures que j'avais infligées à leur corps quand j'ai vu les photos du rapport, côte brisée, mâchoire déboîtée, des dizaines de coups infligés avec plusieurs couteaux. Je sais même pas d'où venaient ces couteaux. On m'a dit qu'ils venaient de la cuisine. Je me souviens pas de les avoir pris. J'ai été pris d'une folie meurtrière. J'ai perdu la tête et j'ai tué 2 innocents. Je me souviens pas en détail de ce qui s'est passé, mais je me souviens du début et je me souviens que le résultat a été horrible. J'essayais de leur expliquer que je pouvais pas du tout retourner vivre avec John. J'ai pas dit de façon franche tout ce que John m'avait fait. Je l'ai pas accusé directement en disant « Vous savez, John m'a fait ça ». J'en étais pas capable à l'époque. Mais ce jour-là, à ma manière, une partie de moi-même essayait de leur dire ce qui s'était passé. Il se passe pas un jour sans que je pense à Clifford et Léona. Ils vivent dans mon cœur. Léona, si elle se tenait devant moi, je pense qu'elle me prendrait dans ses bras, qu'elle me dirait qu'elle comprend, elle me pardonnerait. Clifford aussi. Je déteste pas John. Je le détestais pas à l'époque, je l'aime pour ce qu'il a essayé de faire. Je lui pardonne. Il avait ses problèmes à lui, des choses qu'il n'arrivait pas à surmonter. Il a cédé à ses désirs psychologiques, physique et sexuel, il pouvait pas y résister. Je respecte et j'apprécie le fait qu'il essayait d'être un père malgré les démons qui l'habitaient. C'est la meilleure façon d'expliquer ça. Le plus étrange, je l'ai jamais dit avant, c'est que quand ils m'ont accordé la prison à vie sans libération conditionnelle, ça m'a mis au supplice, parce que j'allais devoir passer le reste de ma vie en prison. Mais je ressens plus trop ça maintenant. Plus j'avais de soutien, plus j'avais envie de vivre. Il y a une vraie connexion entre les détenus. On a déconné, mais on n'est pas différent des autres. On ne veut pas vivre écrasé par les regrets. On veut vivre avec des regrets, mais en allant de l'avant. Je pense que je vais sortir un jour. Ça va se produire dans quelques années, et tout va changer. Et j'espère que je pourrai être un membre actif de la société.